La bibliothèque russe et slave. Mikhaïl Lermontov. Lermontov Mikhaïl Yurievitch, 1814-1841. Un héros de notre temps. Герой нашего времени. 1839-1841. Traduction de A. de Villamarie, Paris, Librairie parisienne, 1884. Réédité chez P.V. Stock, 1904. Avant-propos du traducteur. En France, nous connaissons peu la Russie, c'est-à-dire l'esprit de la nation, ses mœurs, son caractère et surtout sa littérature. Or, c'est là le miroir dans lequel se reflète un peuple entier, et dans lequel on peut apprendre quel rang il a déjà conquis dans la civilisation moderne, ou de quel pas il marche vers le progrès. Des steppes immenses et glacées, des Cosaques à la mine sauvage, voilà géographiquement et historiquement sous quel aspect la plupart d'entre nous se représentent la Russie. Et cependant, il y a dans cet immense empire un grand peuple, grand surtout par le développement littéraire qui s'est manifesté chez lui depuis le commencement de ce siècle. Je sais qu'on peut regretter pour ce pays le manque de ces institutions libérales, si nécessaires au mouvement intellectuel d'une nation. Mais la Russie marche dans cette voie d'un pas ferme et certain. L'abolition du servage, œuvre éminemment chrétienne et digne du XIXe siècle, n'a été que le prélude d'une grande révolution sociale, qui s'accomplit lentement et fatalement, malgré les excès de quelques fanatiques impatients d'arriver au but. Leur violence appelle les violences du pouvoir, et ne font qu'éloigner pour ce peuple le moment où il pourra jouir des avantages sérieux d'une liberté progressive, modérée par l'ordre, mais toujours amie du perfectionnement social. Parmi les écrivains nombreux qui ont illustré la littérature russe pendant la première moitié de notre siècle, un surtout est particulièrement sympathique, autant par l'élévation que par la précocité de son génie, et cette sorte de fatalité dont sa vie si courte est empreinte. C'est Lermontov, né en 1814, mort à la suite d'un duel en 1841. Coïncidence étrange et douloureuse que deux des plus grands poètes de la Russie, Pouchkine et Lermontov, soient tombés dans une rencontre. Ce que cet épouvantable malheur a ravi à la Russie et aux lettres, qui le saura jamais? Lorsqu'on parcourt les œuvres de ce poète mort à 26 ans, on ne peut s'empêcher d'être affligé en songeant au monument qu'il eut, sans nul doute, élevé durant une longue vie. Lermontov écrivait déjà à 12 ans, et le charme de ses compositions aurait pu lui valoir, comme à Victor Hugo, le titre d'enfant prodige. Orphelin dès son bas âge, il fut élevé par sa grand-mère et reçut cette instruction distinguée et complète qu'on s'applique à donner aux jeunes gens de famille en Russie. L'étude des langues anciennes, celle des langues vivantes surtout, l'histoire, la philosophie, les mathématiques, toutes ces différentes branches de l'instruction furent abordées avec des succès rares par le jeune Lermontov, que l'on destinait à la carrière militaire. Dans ce pays où les privilèges de caste sont encore vivants, la carrière militaire est celle qu'embrassent, de préférence, les jeunes gens de famille noble. Lermontov était petit, avait l'air gauche, les yeux rouges et les pieds assez mal tournés. Il était cependant fort vaniteux, jaloux surtout des succès mondains de ses camarades, et il ne pouvait leur pardonner de réussir mieux que lui, se sentant une certaine supériorité intellectuelle.
Aussi son caractère était-il empreint des inconvénients de ce travers, une susceptibilité outrée, une humeur railleuse et sarcastique devait lui attirer les querelles et les duels dont le résultat lui fut si fatal. Il servit d'abord au porte-enseigne, puis aux hussards de la garde, où il mena une vie fort dissipée et composa des poésies érotiques qui, par leur verve et leur facilité, séduisirent tous ceux qui les lurent. Un duel qu'il eut avec M. de B, à la suite d'une querelle insignifiante, lui valut son envoi au Caucase, pays où il avait passé une grande partie de sa jeunesse et pour lequel il eut toujours une prédilection marquée. C'est là qu'à 10 ans, il s'était épris d'une jeune fille dont le souvenir resta toujours gravé profondément dans son âme. Il assurait à 25 ans qu'il n'avait réellement aimé que cette fois. C'est en écoutant les récits naïfs, pleins d'images et de fantaisies orientales des habitants de ces hautes montagnes, que son génie s'inspira et acquit cette élévation qui le plaça au niveau des grands poètes. Aussi, ce sont presque toujours ces cimes couvertes de neiges éternelles et les riantes plaines de la Géorgie qu'il choisit pour théâtre de ses fictions ou qu'il chante en vers dignes de cette nature imposante. Lermontov a toutes les qualités d'un grand poète, imagination riche et ardente, langage toujours élevé et plein de cette couleur qui est le vêtement obligé des plus belles idées poétiques. Sans avoir le scepticisme de Byron, dont il affectionnait la lecture, il est plus tendre et plus aimant que lui, et ne lui cède jamais en passion et en énergie. Amant enthousiaste de la nature, il sait en dérouler les magiques tableaux comme un habile enchanteur, et qu'il dise un simple récit, ou que sa pensée s'élève dans la plus haute région de la philosophie, il reste toujours un des maîtres de la littérature contemporaine. Le démon et les récits que nous donnons ici sous le titre de « Un héros de notre temps » sont en vers et en prose ses œuvres les plus remarquables, celles où son génie s'est montré sous ses faces les plus diverses et les plus attrayantes, et qui peuvent donner plus particulièrement la mesure de son talent. Les œuvres de Lermontov n'ont été publiées qu'après sa mort. Leurs réunions en recueil et leurs publications sont dues aux soins pieux d'un ami qui ne voulait pas que le pays fût privé de ses chefs-d'œuvre. Bien qu'une traduction ne soit jamais que la pâle copie d'une œuvre, comme la gravure qui ne donne jamais qu'une faible idée de la composition d'un grand peintre, nous avons cru néanmoins qu'il plairait à tous ceux qui s'intéressent à la littérature étrangère de parcourir une de ses plus belles productions. Un héros de notre temps. Préface de l'auteur. Dans tout livre, la préface est ordinairement la première chose et en même temps la dernière. Elle sert ou à indiquer le but de l'ouvrage, ou à le justifier et à répondre par avance à la critique. Mais on aurait tort de croire que j'écris celle-ci dans l'intérêt moral des lecteurs ou contre les attaques des critiques de journaux. Ni les uns ni les autres ne la liront. Et je regrette qu'il en soit ainsi, surtout dans notre pays où le public est encore si primitif, si ingénu, qu'il ne comprend pas les fables si, à la fin, il n'y trouve une moralité. Il ne devine pas la plaisanterie et ne saisit pas l'ironie. Il est simple et grossièrement élevé. Il ne sait pas encore que dans le monde comme il faut, et dans un livre de bon ton, une discussion violente ne peut avoir lieu d'une manière trop apparente. Il ignore que la civilisation actuelle a découvert des armes plus fines, presque invisibles, et non moins sûres qui, sous le couvert de la flatterie, vous portent des coups mortels et inévitables.
Notre public ressemble à un paysan qui, entendant causer de diplomates appartenant à des cours ennemies, resterait persuadé que chacun d'eux trompe son gouvernement dans l'intérêt d'une douce et réciproque amitié. Ce livre m'a valu d'essuyer naguère les ennuis de la malheureuse crédulité des lecteurs et des journaux, et ceci dans le sens littéral du mot. Ainsi, les uns se sont tenus pour offenser sérieusement en croyant se reconnaître dans ce type inexcusable que j'ai appelé un héros de notre temps. D'autres ont fait remarquer avec beaucoup de malignité que l'auteur avait dû peindre son propre portrait et celui de ses connaissances. Vieille et misérable idée. La Russie est ainsi faite que de pareilles absurdités peuvent s'y propager facilement. Le plus fantastique des contes a chez nous bien de la peine à se soustraire aux reproches d'attaques dirigées contre quelque individualité. Le héros de notre temps, mes très chers lecteurs, est réellement un portrait, mais non celui d'un seul individu. Ce portrait a été composé avec tous les vices de notre génération, vices en pleine éclosion. À cela vous me répondrez qu'un homme ne peut être aussi méchant. Mon Dieu, si vous croyez à la possibilité de l'existence de tous les scélérats de tragédies et de romans, pourquoi ne croiriez-vous pas que Pétchorine ait pu être ce qu'il est dans ce livre ? Si vous avez aimé des fictions beaucoup plus effrayantes et plus difformes, pourquoi ce caractère ne trouverait-il pas grâce auprès de vous comme toute autre fiction ? C'est que, peut-être, il se rapproche de la vérité plus que vous ne le désirez. Il est vrai que cette justification n'est ni complète ni victorieuse. Mais permettez, pas mal d'hommes ont passé leur temps à se nourrir de douceur et leur estomac s'est gâté. Il leur faut maintenant la médecine amère des vérités piquantes. N'allez pas cependant croire, après cela, que l'auteur de ce livre ait fait le rêve orgueilleux de s'établir en redresseur de l'humanité vicieuse. Dieu le préserve d'une pareille sottise. Non. Il lui a paru tout simple et amusant de dépeindre un homme de notre époque comme il l'entendait, et, comme pour notre malheur commun, il l'a trop souvent rencontré. Il suit de tout cela que la maladie est indiquée, mais comment la guérir ? Dieu seul le sait. J'étais alors avec ma compagnie dans la forteresse qui est sur le Terek. Il y a environ 5 ans de cela. C'était en automne. Un convoi de vivres nous arriva. Avec le convoi se trouvait un officier. C'était un jeune homme de 25 ans. Il se présenta à moi en uniforme et me déclara qu'il avait l'ordre de rester avec moi dans la forteresse. Il était si mince, si blanc, et portait un uniforme si neuf que je devinais facilement qu'il était depuis peu au Caucase. « Sans doute, lui dis-je, on vous a envoyé ici de la Russie. »« Précisément, monsieur le capitaine, » me répondit-il. Je lui pris alors la main et lui dis « Je suis heureux, très heureux de vous voir parmi nous. Vous vous ennuierez un peu, mais nous vivrons en véritables amis. Je vous en prie, dès ce jour, appelez-moi simplement Maxime Maximitch. Pourquoi cet uniforme ? Venez toujours chez moi en casquette. » Je lui fis désigner un appartement et il s'établit dans la forteresse. « Et comment l'appelait-on ? Demandai-je à Maxime Maximitch. Il se nommait Grégoire Alexandrovitch Pétchorine. C'était un excellent garçon, mais un peu singulier. Ainsi, il lui arrivait de passer une journée entière à la chasse par la pluie et le froid, et lorsque tous étaient transis et fatigués, lui ne l'était pas le moins du monde.
Et puis d'autres jours où il n'avait pas quitté sa chambre, il se plaignait de sentir le vent et assurait qu'il avait froid, et si les volets battaient, on le voyait frissonner et blêmir. Je l'ai vu attaquer le sanglier tout seul. Parfois, il passait des heures entières sans qu'on pût lui arracher une parole. Et d'autres fois, quand il se mettait à parler, on se tenait les côtes à force de rire. Il avait de grandes bizarreries, et je crois que c'était un homme riche. Son bagage était considérable. Mais vécut-il longtemps avec vous? Oui, 1 an. Et cette année est encore présente à ma mémoire. Il m'a donné bien des tracas, mais ce n'est pas cela qui le rappelle à mon souvenir. Il y a vraiment de ces gens dans la destinée desquels il est écrit qu'ils auront des aventures extraordinaires. Extraordinaires? M'écriai-je avec un sentiment de curiosité et en lui versant encore du thé. Oui, je vais vous raconter cela. À 2 verstes de la forteresse vivait un prince soumis. Son fils, garçon de 15 ans, avait l'habitude de venir chez nous chaque jour. C'était tantôt pour une chose, tantôt pour une autre. Petchorin et moi le gâtions, mais quel vaurien c'était déjà. Très adroit, par exemple. Il savait à cheval ramasser un chapeau par terre au galop le plus rapide et tirer son fusil. Mais il avait un grand défaut. Il aimait passionnément l'argent. Un jour, Petchorin lui promit en plaisantant de lui donner 1 ducat s'il lui apportait le meilleur bouc du troupeau de son père. Et, comme vous le pensez bien, la nuit suivante, il le lui amena par les cornes. Mais lorsque nous l'irritions, ses yeux s'injectaient de sang et tout de suite il mettait le poignard à la main. « Fi, Azamat, tu es trop violent, lui disais-je, et ta tête ira loin. » Le vieux prince vint un jour lui-même nous inviter à des noces. Il mariait sa fille aînée et nous étions des amis. Il était impossible de lui refuser, quoiqu'il fût tard, et nous nous mîmes en route. Dans le village, une multitude de chiens nous accueillit par de bruyants aboiements. Les femmes, en nous voyant, se cachaient. Celles dont nous pouvions voir le visage étaient loin d'être belles. J'avais bien meilleure opinion des circassiennes, me dit Petchorin. Prenez patience, lui répondis-je en souriant. J'avais quelque chose dans l'idée. Une foule de monde s'était déjà réunie à la maison du prince. Chez ces orientaux, la coutume est d'inviter aux noces tous ceux qu'on rencontre, quels qu'ils soient. On nous reçut avec tous les honneurs et nous mena dans le salon. Mais je n'oubliais point d'observer, en cas d'événement imprévu, le lieu où l'on plaçait nos chevaux. Comment célèbrent-ils leurs noces, capitaine? Voici ce qui se passe ordinairement. D'abord, le moulin lit quelques versets du Coran, ensuite on fait des cadeaux aux jeunes mariés et à tous les parents. On mange, on boit du bouza, puis vient le divertissement. C'est toujours un individu sale, en haillons, qui monte sur un vilain cheval boiteux, fait des grimaces, imite Polichinelle et fait rire l'honnête compagnie. Dès que la nuit paraît, commence au salon ce que nous appelons le bal. Un pauvre vieillard frappe sur un instrument, j'ai oublié comment on l'appelle chez eux. Nous le nommons, nous, une guitare à 3 cordes. Les jeunes filles et les jeunes gens sont placés sur 2 rangs, les uns vis-à-vis des autres, et frappent dans leurs mains en chantant. Bientôt, une jeune fille et un jeune homme s'avancent au milieu du salon et se disent l'un à l'autre des vers qu'ils chantent, tandis que le reste de l'assistance accompagne en chœur. Petchorin et moi étions assis à la place d'honneur. Soudain, la plus jeune fille de la maison s'approcha de lui. C'était une jeune enfant de 16 ans à peine. Elle lui chanta
comment m'exprimerai-je, une espèce de compliment. Vous souvenez-vous de ce qu'elle lui chanta ? Oui. Voici ce qu'il me parut entendre. Nos jeunes gens sont bien faits, et leurs vêtements sont brodés d'argent, mais un jeune officier russe est plus svelte qu'eux, et porte des galons d'or. Il est au milieu d'eux comme un beau peuplier, seulement il ne grandira point, et ne fleurira point dans notre jardin. Petchorin se leva, la salua, mit la main sur son front et sur son cœur, et me pria de répondre pour lui. Je connaissais leur langue, et je traduisis sa réponse. Lorsqu'elle s'éloigna de nous, je dis à l'oreille de Petchorin. « Eh bien, comment la trouvez-vous »« Que de charme » me répondit-il. « Comment s'appelle-t-elle » ?»« Elle se nomme Bella. » Elle était réellement belle, grande, svelte, des yeux noirs comme ceux des chamois de la montagne et qui pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Petchorin, tout rêveur, n'ôtait plus ses yeux d'elle, et elle le regardait de temps en temps. Mais il n'était pas seul à admirer la jolie princesse. D'un coin de la chambre, 2 autres yeux se fixaient sur elle, immobiles et ardents. Je regardai de ce côté et je reconnus ma vieille connaissance, Kazbitch. C'était un homme ni soumis ni insoumis, mais beaucoup de soupçons planaient sur lui, quoiqu'il n'eût été remarqué dans aucune algarade. Il nous amenait à la forteresse des moutons et nous les vendait à ses bons marchés. Toutefois, il ne souffrait pas qu'on les lui marchandât. Ce qu'il demandait, il fallait le lui donner. Il se serait plutôt fait tuer que de céder. On disait aussi de lui qu'il aimait à rôder au-delà du Kouban avec les abreks. Sa figure était celle d'un brigand. Il était petit, sec et large d'épaules, aussi adroit, aussi leste qu'un diable. Ses vêtements étaient toujours en loques, mais ses armes étaient montées en argent. On vantait son cheval dans tout Kabarda, et réellement il était impossible de trouver rien de meilleur que cet animal. Ce n'était pas sans raison que tous les cavaliers le lui enviaient et que, plusieurs fois, ils avaient essayé de le lui voler, sans pouvoir y réussir. Quand je songe encore maintenant à ce cheval, il était noir comme du jais, des cordes pour jarrets, des yeux comme ceux de Bella, et quelle vigueur! On pouvait faire avec lui 50 verstes sans s'arrêter. Il était dressé comme un chien qui suit son maître, et connaissait sa voix, et ce dernier ne l'attachait jamais. C'était enfin un vrai cheval de bandit. Ce soir-là, Kazbitch était plus mélancolique qu'à l'ordinaire. Je remarquai qu'il avait sous son vêtement une cotte de maille. Ce n'est pas sans motif, pensai-je, qu'il a revêtu cette cotte de maille. Il doit certainement méditer quelques coups. La chaleur était étouffante dans la cabane, et j'allais à l'air pour me rafraîchir. La nuit descendait déjà sur la montagne, et l'ombre envahissait les défilés. Je songeais à revenir sous le hangar où étaient nos chevaux, afin de voir s'ils avaient du fourrage. Et puis, on n'est jamais trop prudent. J'avais un beau cheval, et pas un kabardien ne le regardait sans me jalouser. Je me glissai le long de la cloison, et j'entendis alors une voix que je reconnus tout de suite. C'était celle de cet étourdi d'Azamat, le fils de notre hôte. Il parlait à un autre, distinctement, mais à voix basse. De quoi parle-t-il ?
Ne serait-ce pas de mon cheval? Je m'accroupis contre la cloison et me mis à écouter, m'efforçant de ne pas perdre un mot. Parfois, le bruit des chants et le murmure des voix étouffaient cette conversation curieuse. « Tu as un bien beau cheval, » disait Azamate. « Et si j'étais le maître à la maison, et si j'avais un troupeau de 300 juments, je t'en donnerais la moitié pour ton coureur Kazbitch. » Ah, c'est Kazbitch, pensai-je, et je me souvins de la côte de maille. Oui, répondit celui-ci après un instant de silence. Dans tout Kabarda, il n'a pas son pareil. Une fois, c'était au-delà du Terek. J'étais parti avec des abreks pour enlever des troupeaux russes. Nous ne réussîmes pas et nous nous dispersâmes dans tous les sens. J'avais à ma poursuite 4 Cosaques, et déjà j'entendais leurs cris et leurs jurements de très près, lorsque devant moi se présenta un bois épais. Couché sur ma selle, je me recommandais à Allah, et pour la première fois de ma vie, j'offensais mon courrier en le frappant du fouet. Comme un oiseau, il plongea au milieu des branches. Les épines tranchantes déchiraient mes vêtements. Les branches sèches me battaient le visage, et mon cheval bondissait par-dessus les troncs d'arbres coupés et enfonçait les buissons avec sa poitrine. Il aurait mieux valu peut-être l'abandonner et me cacher à pied dans le bois, mais je n'eus pas le cœur de m'en séparer, et le prophète m'en récompensa. Plusieurs balles sifflèrent au-dessus de ma tête. Les Cosaques étaient descendus de cheval et couraient sur mes traces, quand tout à coup devant moi s'ouvre un précipice. Mon coursier hésite un instant, puis s'élance. Ses pieds de derrière glissent sur le bord opposé. Il reste accroché par les pieds de devant. Alors j'abandonne les rênes et roule dans le précipice. Ce fut le salut de mon cheval qui parvint à se replacer d'un bond. Les Cosaques avaient vu tout cela, mais pas un d'eux n'osa se mettre à ma poursuite. Ils crurent assurément que je m'étais tué, et je les entendis s'élancer pour prendre mon cheval. Mon cœur saignait. Je me mets à ramper sur l'herbe épaisse le long du précipice. Je regarde, c'était la limite du bois. Quelques Cosaques entrent dans la plaine et bientôt mon cheval passe devant eux. Tous se jettent en criant après lui. Longtemps ils le poursuivirent. L'un d'eux surtout faillit 2 fois jeter le lacet sur son cou. Je frémis, baissai les yeux et me mis à prier. Au bout d'un moment, je regardai et je vis mon cheval qui volait, secouant sa queue et libre comme le vent. Au loin, les Cosaques défilaient l'un après l'autre à travers la steppe sur leurs chevaux fatigués. Mais par Allah, ceci est la vérité, la simple vérité. Jusqu'à la nuit avancée, je restais caché dans le précipice. Tout à coup, tu ne le croirais pas, Azamate, dans les ténèbres, j'entends courir un cheval au bord du ravin. Il hennit, frappe la terre de ses fers, et je reconnais le hennissement de mon cheval. Car c'était lui, mon compagnon. Depuis lors, nous ne nous sommes plus séparés. Et on entendait comme il frappait avec sa main sur la fine encolure de l'animal, en l'appelant des noms les plus caressants. « Si j'avais un haras de 1000 juments, dit Azamate, je te le donnerais en échange de ton Karagetz. »« Et je n'accepterai point, » répondit avec indifférence Kazbitch. « Écoute, Kazbitch, » dit Azamate en se rapprochant de lui avec un air câlin, « tu es un homme, tu es un brave guerrier, tandis que mon père a peur des Russes et ne me laisse pas aller dans les montagnes. Donne-moi ton cheval et je ferai tout ce que tu voudras. Je déroberai pour toi à mon père sa meilleure carabine, son meilleur cimeterre, ce que tu voudras. Et son sabre est un véritable Damas. Il coupe la peau rien qu'en l'approchant de la main. Et une côte de maille comme la tienne ne serait rien pour lui. » Kazbitch se taisait. « La première fois que je vis ton cheval, » continua Azamate, « il s'agitait sous toi, bondissait, soufflait avec ses naseaux et faisait jaillir une pluie d'étincelles sous ses sabots. Dans mon âme, j'éprouvais quelque chose d'inexplicable, et depuis lors tout me parut ennuyeux. Je regardais les meilleurs chevaux de mon père avec dédain.
J'ai honte de parler d'eux et l'ennui s'empara de moi. Plein de cet ennui, je restais assis des jours entiers sur les rochers. Ton coursier à la tête noire occupait sans cesse ma pensée, avec sa démarche étrange et sa croupe lisse et droite comme une flèche. Il semblait me regarder dans les yeux avec son regard ardent, comme s'il eût voulu me parler. Je mourrai, Kazbitch, si tu ne me le donnes pas, dit Azamat d'une voix émue. On aurait dit qu'il pleurait, et il faut vous dire que Azamat était un garçon très dur et qu'on ne pouvait faire pleurer, même lorsqu'il était plus jeune. En réponse à ses larmes, on n'entendit qu'une raillerie. « Écoute, » dit Azamat d'une voix ferme, « tu vois que je suis décidé à tout. Veux-tu que je ravisse pour toi ma sœur Bella ? Comme elle danse, comme elle chante et brode de l'or. C'est merveilleux et le grand Padishah n'a pas une pareille femme. Veux-tu ? Attends-moi demain pendant la nuit dans le défilé où court le ruisseau. J'irai avec elle près du village voisin et elle sera à toi. Penses-tu que Bella ne vaille pas ton cheval ?» Longtemps, Kazbitch se tut. Enfin, au lieu de répondre, il entonna à demi-voix une vieille chanson. « Nous avons dans nos villages beaucoup de jeunes beautés. Leurs yeux brillent dans l'ombre comme les étoiles du ciel. Quel heureux destin de les aimer tendrement. Mais j'aime mieux la liberté de la jeunesse. Avec de l'or on achète 4 femmes. Un bon cheval n'a pas de prix, car il ne manquera jamais d'ardeur dans la steppe, ne faillira pas et ne trompera pas. » En vain, Azamat le suppliait de se mettre d'accord avec lui. Il pleurait, le flattait et finissait par jurer. Kazbitch, impatienté, l'interrompit. « Va-t'en, petit imbécile. Où iras-tu avec mon cheval ? Aux 3 premiers pas, il te jetterait à terre et tu te casserais la tête sur les pierres. »« Moi ?» cria Azamat avec rage, en faisant sonner sous son poignard d'acier la cotte de maille de Kazbitch. Mais la forte main de celui-ci le repoussa au loin et heurta si fort la cloison qu'elle en chancela. « Ça va devenir amusant, pensai-je, et je me précipitai vers l'écurie, bridai nos chevaux et les fis sortir derrière la maison. 2 minutes après, il y avait dans la cabane un affreux conflit. Azamat s'enfuyait avec ses habits déchirés, disant que Kazbitch avait voulu l'assassiner. Tous sourirent, sautèrent sur leurs fusils, et le divertissement commença. Les cris, le bruit, les coups de feu retentissaient, mais Kazbitch était déjà à cheval, et traversant la foule, il passa au milieu d'eux comme un vrai démon, faisant des moulinets avec son sabre. Mauvaise affaire que d'avoir la tête échauffée après un dîner chez ces étrangers, dis-je à Petchorin en le prenant par le bras. Ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est de décamper au plus vite. Prenez patience jusqu'à ce que ce soit fini, me dit-il. Mais c'est que cela finira mal. Chez les Orientaux, c'est toujours ainsi. Ils s'enivrent de bousa, puis vient la bataille. Nous montâmes à cheval et regagnâmes notre logis. « Que fit Kazbitch ?» demandai-je avec impatience au capitaine. « Ce que font d'ordinaire ces gens-là, » me répondit-il en avalant une tasse de thé. « Sans doute il s'échappa. »« Et sans blessure ?»« Ah, Dieu le sait, ces coquins-là ont la vie dure. Je les ai vus quelquefois dans une affaire tout trouée de coups de baïonnette comme des cribles, et ils agitaient encore leurs sabres. » Le capitaine, après quelques moments de silence, étendit ses jambes à terre et continua. « Jamais je ne me pardonnerai une chose. Pendant que nous regagnions la forteresse, le diable me poussa à raconter à Petchorin tout ce que j'avais entendu pendant que j'étais assis près de la cloison. Lui souriait le dissimulé, mais au fond de lui-même, il méditait quelques coups. « Mais que méditait-il ? Dites-moi, je vous prie. »« Patience.
Nous n'y sommes pas encore. » Et le capitaine me déclara que, puisqu'il avait commencé, il fallait le laisser continuer. 4 jours après, Azamat vint à la forteresse. Selon son habitude, il alla chez Petchorin qui le bourrait toujours de friandises. J'étais là. La conversation s'engagea sur les chevaux. Petchorin commença à vanter le cheval de Kazbitch. « Il est aussi agile, aussi délié qu'un beau cerf, disait-il, et certainement il n'a pas son pareil dans tout le monde. » Les petits yeux du Tartare étincelaient déjà, mais Petchorin ne paraissait pas le remarquer. Moi, je parlais des autres chevaux, mais lui, comme vous pensez bien, ramenait toujours la conversation sur celui de Kazbitch. Cette histoire se répétait toutes les fois qu'Azamat revenait. 3 semaines après, je remarquai qu'Azamat maigrissait, devenait blême comme il arrive aux amoureux de romans. C'était surprenant. Or, vous verrez tout ce que j'appris plus tard. Petchorin l'excita au point qu'il était près de se jeter à l'eau. Une fois, elle lui dit « Je vois, Azamat, que ce cheval te plaît énormément et que tu ne pourras jamais l'avoir. Eh bien, que me donnerais-tu si je te le livrais ?»« Tout ce que tu voudras, » répondit Azamat. « Dans ce cas, je te le donnerai, mais à une condition. Jure que tu accompliras ce que je te demanderai. »« Je te le jure, et toi ?»« Eh bien, moi, je te jure que tu posséderas ce cheval. Mais il faudra me donner pour cela ta sœur, Bella, et le Karagetz sera à toi. Je pense que le marché est avantageux pour toi. » Azamat se taisait. « Tu ne veux pas ? Mais que désires-tu alors ? Je te croyais un homme, tu n'es qu'un enfant, et tu n'es pas encore capable de monter à cheval. » Azamat s'enflamma. « Mais mon père, dit-il, est-ce qu'il ne s'absente jamais ? C'est vrai. Consens-tu alors ? Je consens, chuchota Azamat, pâle comme un mort. Et quand donc ? La première fois que Kazbitch viendra ici. Il doit m'amener des moutons. Le reste est mon affaire, cela me regarde, Azamat. Voilà comment ils traitèrent cette affaire. Marché dégoûtant en réalité. Plus tard, je dis cela à Petchorin, et il se contenta de me répondre que cette farouche circassienne devait se trouver heureuse d'avoir un mari comme lui. En somme, il valait bien ce brigand de Kazbitch, qui ne valait même pas la peine que l'on s'occupât de lui. Vous devez penser vous-même que je n'eus rien à répondre à cela, et, du reste, à cette époque, j'ignorais tout à fait leur complot. Or, un jour, Kazbitch vint et me demanda si je n'avais pas besoin de miel et de moutons. Je lui recommandai de m'en apporter le lendemain. « Azamat, dit Petchorin, demain le Karagetz sera dans tes mains, mais si cette nuit Bella n'est pas ici, tu n'auras pas le cheval. »« Bien, dit Azamat, et il regagna le village. Le soir, Petchorin s'arma et sortit de la forteresse. Comme ils arrangèrent les choses, je l'ignore. Seulement ils revinrent tous deux pendant la nuit et la sentinelle vit qu'une femme était étendue devant la selle d'Azamat. Elle avait les mains et les jambes liées et sa tête était enveloppée d'un grand voile. « Et le cheval ?» demandai-je au capitaine. « Tout à l'heure. » Le lendemain, de grand matin, Kazbitch vint à la forteresse et amena 10 moutons à vendre. Après avoir placé son cheval dans l'enceinte, il entra chez moi. Je le régalai de thé, car quoique ce fût un bandit, je le considérais cependant comme une espèce d'ami. Nous causions de choses et d'autres, lorsque soudain je le vois frissonner et changer de visage. Par malheur, la fenêtre donnait sur l'arrière-cour. « Qu'as-tu » lui dis-je. « Mon cheval, dit-il tout en tremblant. En effet, j'entendais un bruit de sabots. « C'est quelque Cosaque qui passe.
Non ! Hurla-t-il avec rage, et comme une panthère furieuse, d'un bond il s'élança au dehors. En 2 sauts, il était à la porte de la forteresse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.